Non, je donne un exemple pour illustrer. Je reviens sur ces bassins pour vous dire, en 2013, à l'exception du bassin qui a été réalisé à Dalifort et qui est d'un tout autre calibre, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ici. À cette exception, et dans notre programme actuel, nous n'avons pas prévu de réaliser de bassins de rétention tels que nous en avons connus. Parce que vous-même, vous n'êtes pas convaincu de leur pertinence. Il ne s'agit pas de convaincu par leur pertinence, mais nous avons une autre option. L'option, c'est de quoi? C'est de faire un travail pour drainer les eaux vers les zones où nous pouvons les déverser sans conséquence. C'est ça, cette option. Et aujourd'hui, très diplomate. Le travail qui est... Les études dont les résultats commencent à sortir, qui sont pour la plupart du temps conduites sous projet avec l'ADM, ce sont des études qui sont basées sur justement un travail de drainage qui permet que les eaux puissent s'écouler tranquillement sans qu'on ait besoin de mettre beaucoup de nouvelles stations et qui vont au niveau des exutoires où ces eaux doivent aller. Donc vraiment, dans les faits, l'approche a réellement changé et dans les faits, il y a une vraie rupture. Maintenant, par rapport aux collectivités locales, effectivement, nous aussi, nous pensons que elles n'ont pas les moyens de faire tout ça. C'est pour cette raison que l'État central vient mettre en place l'infrastructure. Mais les invite quand même à s'investir dans le non-infrastructurel pour que donc la maintenance, l'exploitation, qu'ils puissent y mettre les leurs. Et je pense que ça c'est très important quand même, parce qu'une chose est de mettre en place un ouvrage structurant, une autre chose est d'assurer son fonctionnement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, partout au Sénégal où il y a une canalisation à ciel ouvert, ce sont les collectivités locales qui doivent les curer, donc les entretenir, sortir les déchets solides, parce que je pense qu'on parle à des profanes, il faudrait qu'on se départisse un peu de nos expressions très techniques. Donc le travail d'entretien de ces ouvrages leur revient. Mais l'année dernière, lors de nos tournées pré-hivernales, nous avons constaté dans certaines villes, dans certaines collectivités, que malheureusement, pour des raisons peut-être de moyens, ou en tout cas pour d'autres raisons, il y a des canalisations qui n'ont pas été préparées, entretenues, curées. Et le ministère a pris en charge l'entretien et le curage de ces canalisations à partir de la dotation du fonds qui sert à couvrir la matrice des actions prioritaires. S'agissant maintenant de la question concernant les forages, donc je pense que la question a impliqué les forages, mais également Technopole. Je vais essayer peut-être de répondre de manière différente. Nationale. Voilà, parce que ce n'est pas le même objet. Pour ce qui concerne la déconnexion, il faut retenir trois choses. La plupart des bassins dont nous parlons aujourd'hui posent problème à leurs riverains parce qu'il y a la remontée de la nappe qui, combinée avec l'action de l'eau de pluie, font qu'à la fin de l'hivernage, leur calvaire ne se termine pas parce qu'il y a l'eau maintenant qui vient d'en bas. Cette déconnexion permet de rabattre la nappe, donc se faire descendre les eaux à partir du bas. Et à ce moment-là, donc, cette remontée que nous avions, les difficultés que nous avons et pour lesquelles nous avions du mal à trouver la couverture entre les mois de décembre, janvier et février, où la nappe remonte de manière considérable, ces difficultés pourront être réduites. Et l'autre avantage, c'est que cette eau va être affectée à la culture maraîchère. Et l'affectation à la culture maraîchère permet de libérer un quota sur cette eau qui était destinée initialement à la consommation humaine et qui était utilisée par les maraîchers et qui leur coûtait plus cher. Donc ça a un avantage économique, ça a un avantage également dans le bien-être des populations qui ainsi vont voir en tout cas certains phénomènes qui concouraient à accentuer les inondations, ces phénomènes-là neutralisés par la déconnexion de ces forages. Maintenant, par rapport au Technopole, il faut dire que dans le gouvernement, le débat s'est instauré depuis longtemps. Mais il ne faut pas oublier que le ministère de la Restructuration n'est pas le seul acteur concerné. Il y a le ministère de l'Urbanisme qui est ici représenté, qui est chargé un peu de tout ce qui concerne l'organisation de l'espace, qui a son mot à dire. Il y a le ministère de l'Aménagement du territoire. Mais à l'époque, nous avons versé dans ce débat ce que nous devions verser. Mais je pense qu'aujourd'hui, de manière fondamentale, le Technopole, aujourd'hui, sert de réceptacle à beaucoup d'eau. Et l'arène nationale, peut-être dit comme ça, en principe, peut être supposée être une source de blocage d'eau qui viendrait, etc. Mais ce que nous savons, c'est que les détenteurs de ce projet, quand même, ont prévu des travaux d'assainissement, en tout cas des mesures d'accompagnement qui doivent accompagner l'arène, qui ne sera pas implantée tout à fait au niveau du Technopole, mais peut-être entre le Technopole et donc la route vers Pikine. Et je pense qu'aujourd'hui, si un projet de cette envergure
a été prévu. Il y a des études qui ont donc été réalisées avant ce projet et nous pensons aujourd'hui que les études prennent en charge tous ces aspects-là. Mais nous avons versé dans ce débat ce que nous devions verser à l'époque, en même temps que les autres acteurs qui sont concernés. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'entendre un peu le point de vue du représentant du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat sur la question. Oui, si peut-être il est prêt, il peut dire un mot. Oui, monsieur le représentant du ministère de l'urbanisme, très rapidement, oui. Merci. Oui. Moi, je crois que le nom Monsieur Cheikh Sadibou Sidibé, de la direction de l'urbanisme et de la structure. Oui. Je crois que monsieur le ministre a résumé la question. Moi, je crois que quand même, il y a eu des études qui ont été faites. C'est un projet quand même qui date de quelques années, d'avant même, je crois, l'actuel gouvernement en place. Et il y a eu même plusieurs sites qui avaient été recherchés. Et finalement, après arbitrage, c'est ce site qui a été retenu. Mais il faut dire que, en fait, les conséquences que l'on craint, en tout cas pour ce site, je pense que toutes les études qui ont été faites pourront quand même un peu les tempérer. Et je crois que la bande de terre qui est prévue est en fait en dehors de la zone classée du Technopole. Très bien. On a même parlé de Diamniadio ces derniers temps, finalement. Ça va être implanté où pour que les Sénégalais soient définitivement édifiés? Là, moi, je ne saurais pas le dire. Hein. Je crois que la décision appartient quand même à l'autorité. Le principal invité aujourd'hui peut répondre à cette question. Votre sentiment, c'est que ça doit être implanté où? Ça doit être implanté quelque part au Sénégal. Bien sûr. Là où elle pourra jouer à l'arène son rôle. Je vous invite peut-être chez moi à Bokidiawe comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est que l'État du Sénégal écoute les populations, le point de vue des populations, sinon l'arène aurait été bâtie depuis longtemps. Je pense que les Chinois sont arrivés ici, le projet était arrivé en stade de maturation. Mais le président de la République souhaite toujours qu'on se concerte avec les populations. Évidemment, à un certain moment, il faudrait prendre une décision. Cette décision doit aller dans le sens de préserver l'intérêt des populations, de préserver l'intérêt général. Mais je pense que le ministère des Sports, qui est en charge de ce dossier, discute de manière régulière avec les populations et lorsque vraiment les discussions arriveront suffisamment à maturité, une décision sera prise, que ce soit le pôle urbain de Diamniadio, que ce soit Technopole ou un autre site. L'essentiel est que cette arène soit créée pour la jeunesse sénégalaise qui en a besoin. Troisième sujet de reportage que nous allons suivre et ce sera l'occasion d'introduire mon confrère Babacar Fall, rédacteur en chef de la RFM, pour sortir définitivement les populations établies dans les zones non édificantes, la tête hors de l'eau. Le régime précédent a lancé le plan Diakhaï, un plan qui correspond à la construction de logements sociaux. Une bouffée d'oxygène pour des familles qui échappent certes aux inondations récurrentes, mais elles sont encore loin au bout de leur peine. Les habitants de Diakhaï font face à d'autres urgences. C'est ce que montre ce reportage de Dissa Prera, les images de Yaya Diallo. Plus de 5 ans après le recasement sur le site du plan Diakhaï, les populations ne sont pas encore au bout de leur peine, même si ces habitats sociaux offrent plus de commodités. C'est encore mieux ici que dans nos anciennes maisons. Nos familles sont moins exposées, même s'il y a quelques problèmes qui demeurent. Ces maisons n'ont pas encore d'électricité. Les demandes de branchement ont été faites, mais nous attendons toujours. À Diakhaï, l'évacuation des eaux pluviales pose problème faute d'infrastructures d'assainissement. L'accès à la localité également demeure compliqué. Pendant l'hivernage, le quartier est pris d'assaut par les eaux pluviales. Le quartier est inondé et il n'y a pas de tuyau d'évacuation. Nous souffrons beaucoup. Le transport pour accéder ou sortir de la cité pose énormément de difficultés, surtout pendant la nuit. Pour ces milliers d'habitants de l'unité 19 et 20, il existe que ce dispensaire et un poste de police. Pour la santé et la sécurité, l'hôpital est toujours en construction. Ici, nous souffrons de manque de dispensaires et de maternité. En cas de maladie, il est très difficile de se faire soigner. Un hôpital fonctionnel reste un de nos plus grands problèmes car les populations n'ont nulle part où se soigner.
Il n'y a pas de sécurité dans le quartier. Il faut augmenter les effectifs de la police. Dès la tombée de la nuit, on n'ose plus sortir de nos maisons à cause des agresseurs. Même nos enfants, on ne peut plus les envoyer à la boutique la plus proche. En plus, l'éclairage est inexistant. Malgré les difficultés qu'ils y vivent, les bénéficiaires apprécient le projet. Le seul hic, ils réapprennent à vivre sur un nouvel espace dénué de toute infrastructure de base. Alors, Monsieur le ministre, plan Jaxaay, Tawfekh, combien de logements ont été construits au jour d'aujourd'hui et combien entendez-vous en construire au terme du programme décennal de gestion des inondations? Lorsque nous sommes arrivés à ce ministère le 29 octobre 2012, au niveau de Jaxaay, le nombre exact de logements était à 2104. Donc nous avions un objectif de construire 2000 logements en 2013. Au jour d'aujourd'hui, nous en avons réalisé au niveau du nouveau site environ 1750 logements. Et au niveau du site de Jaxaay, nous avons réalisé 256 logements, ce qui fait un total environ de 2005 à 2006 logements déjà réalisés au niveau de ces deux sites. Le compte est bon. Le compte est bon. Même si nous aurions souhaité réaliser l'ensemble des constructions au nouveau site. Et vous savez, nous avons pris les dispositions qu'il fallait, mais il y a quelques entreprises qui sont un peu en retard pour terminer leur logement. Mais l'État étant une continuité, nous, quand nous sommes arrivés, il y avait des espaces au niveau de Jaxaay. Nous avons entamé également des constructions à ce niveau, au niveau du site de Keur Massar, et nous avons également construit au niveau du site de Tivaouane Peulh et de Niaga. Et d'ici la fin de l'année, on devrait pouvoir amener ce nombre à plus de 2200. Et à terme, en 2022, si Dieu nous prête vie. Vous savez, cette politique donc, qui consistait à sortir très rapidement des populations, des zones d'inondation, afin de pouvoir les restructurer et aménager, c'est une politique qui a coûté beaucoup d'argent à l'État du Sénégal. L'État ne pourra pas continuer à construire des logements sociaux qu'il offre gratuitement aux populations, enfin presque gratuitement. Adieu aux 45 000 promis. Les 45 000 promis, dans ma compréhension et dans ma lecture, c'est que l'État du Sénégal joue le rôle de facilitateur pour que des promoteurs privés puissent parvenir à offrir des logements sociaux aux populations qui en ont besoin. Mais il ne s'agit pas de logements sociaux pour les sinistrés. Il ne s'agit pas, de ma compréhension, de logements sociaux pour sinistrés. Pour les logements sociaux pour sinistrés, la promesse du président tenait à en réaliser 2000 en 2013 pour les sinistrés. Maintenant, il y a un ensemble de choses, de politiques qui doivent être menées dans l'optique de faciliter l'accès au logement social. Et ce sont ces ensembles de politiques aujourd'hui qui font l'objet de réunions régulières au niveau du Premier ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'objectif raisonnable d'une offre globale qui tourne autour de 4 000, 5 000 logements. Je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, c'est de faciliter l'accès aux logements sociaux. Mais le logement aux sinistrés, la promesse du président de la République tenait à 2000 logements. Babacar Fall, bonsoir. Bonsoir. Tu as la parole. Vous m'invitez en tant que journaliste ou en tant qu'habitant de... Les deux. De la banlieue aussi. N'est-ce pas? Les deux. Alors, Monsieur le ministre, bonsoir. Mamoudou a évoqué tout à l'heure un peu ce chiffre de 2000. Vous-même l'évoquez, 2000 logements pour recaser les sinistrés, c'est cela? En 2013, le chiffre n'est pas atteint, 1700 et des poussières. Accélérer la cadence, c'est le slogan de ce gouvernement après le dernier remaniement. Mais on a l'impression que quand il s'agit de gérer les inondations en banlieue, ça traîne un tout petit peu. À Ouest-Foire, il y a 2 ans, quand il y a eu des inondations, on ne les a pas connues l'année dernière, par exemple, parce qu'on a mis des milliards là-bas pour que les VIP, entre guillemets, ne connaissent plus le calvaire des inondations. Ça a été le cas en 2005 à la cité Bellevue, qui abrite beaucoup de personnalités à l'époque du régime même, à l'époque. Ça va vite. La cité Bellevue a connu des inondations en 2005, mais après, plus jamais. Pourquoi maintenant, quand il s'agit de la banlieue, on a l'impression que ça traîne un peu?
Est-ce que c'est de la discrimination? Et puis, une question avant qu'on en poursuive. L'hivernage, c'est dans quelques semaines. Quelles sont les prévisions météo dont vous disposez? Quelle sera la pluviométrie? Est-ce que vous vous mettez déjà à prendre des mesures urgentes? Monsieur le ministre. Oui, je vais peut-être m'arrêter rapidement pour dire, pour l'offre de logement, je maintiens le chiffre de 2000 logements a été réalisé. Je distingue le site de Tawfekh Yakar et le site de Jaxaay. Sur Jaxaay, il y a de nouveaux logements que nous avons réalisés en 2013. Si vous cumulez les deux chiffres, vous avez les 2000 logements. Ça, je le réaffirme, je le confirme. S'agissant maintenant de est-ce que nous avons des zones de privilégiés ou d'autres zones, il faut d'abord, je pense, au départ, regarder quelle est la nature du problème. Lorsque Cissesse Foire avait été inondé, combien d'hectares avaient été impactés? C'est combien d'hectares? Est-ce la même chose qu'aujourd'hui au niveau de la banlieue de Dakar? Voilà la banlieue de Dakar où nous avons 5 projets en cours au niveau de la banlieue profonde, plus le projet qui est presque à terme au niveau de la zone de Dalifort, ce qui fait 6 projets. Sur 2014 également, nous entendons y ajouter encore 4 autres projets, tous centrés au niveau de la banlieue. Donc moi, je pense que c'est la nature du problème qui n'appelle pas les mêmes solutions, et c'est les mêmes entreprises qui travaillent au niveau de Cissesse Foire, qui travaillent au niveau de Dalifort, qui travaillent à Touba, à Bambey ou qui travaillent dans la banlieue dakaroise. Mais le problème n'est pas le même. Je donne juste un exemple. Quand vous avez des impenses au niveau du tracé de la canalisation, ça peut vous prendre beaucoup plus de temps que vous ne le croyez, parce que vous négociez d'abord, ensuite les populations, est-ce qu'ils vont accepter de partir, et le travail aussi est rendu plus compliqué. C'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, le travail que nous menons en banlieue est beaucoup plus difficile que celui que nous menons ailleurs. Mais dans l'esprit de ce gouvernement, dans l'esprit de M. le Président de la République, il existe un et un seul Sénégal. Les Sénégalais sont logés à la même enseigne. C'est des citoyens, c'est l'argent du contribuable que nous utilisons pour rendre donc leur vie meilleure. Et aujourd'hui, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Les projets sont beaucoup plus simples dans ces endroits que dans d'autres, raison pour laquelle nous avons du retard au niveau de la banlieue et nous n'avons pas autant de retard au niveau de la Dans le même registre, hein, si vous permettez, c'est vrai que le débat tourne autour de la banlieue de Dakar. En région aussi, il y a des sinistres. Tchadjaï, par exemple, l'année dernière, les eaux ont même englouti des vies humaines, des voitures, des maisons. Tchadjaï, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu de faire s'il y a une grosse pluviométrie dans quelques semaines? Vous savez, l'année dernière, nous avions connu une pluviométrie exceptionnelle. On appelle des pluies extrêmes. À Tchadjaï, par exemple, au cours d'une seule nuit, à Tchadjaï, que ce soit à Ndiosmone, que ce soit d'autres villes, ou villages dans les îles du Saloum, ils ont eu à recevoir à un moment donné plus de 190 mm de pluie, parfois même 209 mm par exemple à Passy. C'est des situations extrêmes. Aujourd'hui, vous aurez réalisé tous les ouvrages que nous sommes en train de faire à Dakar. Un niveau de pluie donc de cette nature posait un problème parce que les ouvrages sont calibrés donc, comme pour ce qu'on appelle des pluies décennales. C'est des pluies qui tournent autour de 100-150 mm. Donc le problème de Tchadjaï est un problème qui est peut-être pour le moment moins structurel que le problème que nous sommes en train de chercher à résoudre à Dakar. Mais nous sommes en programme décennal. Nous ne pouvions pas, dès la première année, intervenir partout pour y réaliser des ouvrages structurants. Mais l'intervention pour renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité des populations, Tchadjaï en a bénéficié. Et dans cette zone où nous avions connu des routes coupées, etc., des problèmes d'infrastructure, nous étions allés avec le ministre en charge des infrastructures qui a commencé un travail important pour le rétablissement des routes, mais également la réalisation des ouvrages d'art qui permettent donc de franchir, les ouvrages de franchissement de ces routes. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers également, qui a beaucoup travaillé à nos côtés, partout où nous sommes allés. Nous sommes partis avec cette brigade qui a fait un énorme travail qu'il faut saluer aujourd'hui. Et c'est genre d'intervention que nous pouvons pour le moment avoir dans ces zones que j'appelle des zones hors projet. Mais nous ne pouvons pas... La pluviométrie. Autrement dit, que pouvez-vous dire aux Sénégalais qui vous regardent ce soir? Est-ce que vous pouvez leur affirmer
qu'il n'y aura pas d'inondation cette année? C'est être trop prétentieux que d'affirmer qu'il n'y aura pas d'inondation pour la simple raison qu'il y a des inondations en France, en Chine, à New York. Oui, mais d'accord. Maintenant, comparaison n'est pas toujours raison. Mais au moins, nous parlons de ce phénomène auquel on est exposé depuis très longtemps et qui est souvent dû à un manque de réaction des pouvoirs publics. Nous travaillons, chaque année, nous travaillons depuis donc, la mise en place de ce ministère à réduire les risques d'inondation, à les réduire. Tous les ouvrages que nous sommes en train de mettre en place, tous les ouvrages que nous entendons mettre en place les années à venir, concourent à réduire la vulnérabilité des populations par rapport à ce phénomène. Maintenant, nous sommes en période de changement climatique et les prévisions sur les 50 prochaines années ont tendance à dire qu'il y aura des pluies extrêmes. L'année dernière, vous avez eu le cas du Mali qui est très proche. Vous avez eu les cas de villages, comme je viens d'en parler tout à l'heure, Passy et autres. C'est certain que si ce niveau de pluie tombait aujourd'hui dans une ville avec cette densité aussi importante que Dakar, nous aurons des problèmes. Maintenant, nous avons renforcé ce que nous avions en 2012 par les ouvrages que nous avons entamés en 2013 et qui sont aujourd'hui en train d'être finalisés. Nous entamons donc la procédure qui est presque à son terme pour encore d'autres ouvrages qui viennent renforcer et compléter les ouvrages que nous avions eus, notamment pour les zones comme Kermassar, qui nous a presque surpris l'année dernière comme une nouvelle zone d'inondation. Parce qu'en principe, Kermassar, qui a été lotissé il n'y a pas très longtemps, on aurait dû croire que Kermassar ne nous poserait pas ce problème. Mais il y a des zones comme ça qui peuvent aujourd'hui ou demain se signaler. Et le gouvernement du Sénégal, dans les 10 ans que dure le plan décennal, travaillera chaque année à réaliser des ouvrages structurants là où la réalisation d'infrastructures de ce type s'impose. Et ceci contribuera nécessairement à réduire la vulnérabilité des populations. Mais c'est prétentieux que de promettre aux Sénégalais qu'il n'y aura pas d'inondation. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas mon discours. Il peut y en avoir. Babacar Fall, on reviendra à tes questions tout à l'heure, de même qu'à celles du public. C'est juste le dernier sujet que je vous propose de regarder. De 2005 à aujourd'hui, les gouvernements respectifs ont déroulé plusieurs plans d'action contre les inondations, tous donc destinés à barrer la route à ce phénomène. Et puisqu'on ne peut pas barrer la mer ou arrêter la mer avec ses bras, la plupart de ces politiques équivalent à la vaine tâche consistante à tirer des plans sur la comète. Le plan décennal de gestion des inondations en cours d'exécution fera-t-il exception? Des spécialistes de l'aménagement du territoire livrent leur appréciation dans ce reportage d'Aminata Mbarisso avec Modou Diop à la caméra. 2005, une année repère dans la croisade contre les inondations. À cette date, certains quartiers de Dakar sont envahis par les eaux de pluie. Face à cette catastrophe naturelle, le gouvernement d'alors, dirigé par l'actuel président de la République, déclenche le plan Orsec. L'un des problèmes avec les inondations, c'est que justement l'État a commencé très tardivement à comprendre l'enjeu que les inondations est devenu. Et c'est seulement dans les années 2005 ou 2006 qu'on a vraiment commencé à noter une mobilisation à la hauteur de la gravité des inondations et des risques que ça fait peser sur les populations. L'organisation des secours est mise en branle, mais les victimes des inondations deviennent de plus en plus nombreuses. Le relogement des sinistrés s'impose avec le plan Djahaï à l'origine du report des élections législatives couplé à la présidentielle de 2007. L'État a également pris en charge la question de la gestion des populations qui sont dans des zones inondées à leur déguerpissement. Donc c'est là qu'on a eu, par exemple, le plan Djahaï, donc qui a, en plus d'avoir initié des infrastructures pour gérer les inondations, a également établi tout un programme de construction de maisons à usage d'habitation pour les accueillir et pour les sortir des eaux. Malgré toutes ces mesures, le mal persiste et semble plus profond. Au niveau de la ville de Dakar, on a 11 canaux à ciel ouvert qu'on cure à partir du mois de mai
pour préparer quand même l'hivernage, pour l'évacuation des eaux pluviales. En 2011, les inondations font encore des dégâts. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, et son équipe misent sur le plan décennal de lutte contre les inondations. Depuis 2 ans, je pense qu'il y a une mobilisation encore plus importante que celle qu'on a connue dans la phase précédente. Parce que là, d'abord, on se projette sur 10 ans. Donc, dans 10 ans, on va essayer d'avoir un impact très important sur les inondations, à défaut de régler ce problème de manière définitive. Et on a donc commencé à augmenter le dimensionnement des infrastructures qui sont mises en œuvre, à augmenter aussi les ressources qui sont consacrées à ce problème. Donc on parle de centaines de milliards désormais. Dans cette politique de gestion des inondations, les collectivités locales sont également appelées à participer, peut-être là, un début de solution. La démarche anticipative donc de gestion urbaine, de planification urbaine, avec le dispositif de réponse concrète et curative aux inondations. On a fait un appel d'offres, ça élève à 50 millions pour le curage des canaux à ciel ouvert. On a 11 canaux à curer. L'État est également appelé à changer d'approche, des stratégies pour mettre en valeur ces eaux. Alors, quelle est l'articulation entre l'aménagement du territoire qui relève aussi quelque part de votre ministère et aussi le même problème qui est confié, ou en tout cas la même mission qui est confiée au ministre chargé aussi de l'aménagement du territoire et des collectivités locales? Est-ce qu'il y a une articulation? Oui, il y a une articulation. Si on parlait mathématiques, on pourrait dire que nous, l'aménagement que nous faisons est un sous-ensemble de l'aménagement global qui concerne tous les territoires dont a la charge le ministère en charge de l'aménagement et les collectivités locales. Nous sommes centrés, si vous le voulez, dans les zones d'inondation. Donc l'aménagement de ces zones, des bassins, des lacs et justement tous les bassins de rétention dont nous parlons. Il s'agit de ce type d'aménagement qui nous concerne. Maintenant, le ministère a en charge l'aménagement global qui concerne tous les territoires sénégalais. Mais dans toutes nos coordinations, nous invitons ce département ministériel qui apporte de manière positive sa contribution. D'un point de vue technique, nous travaillons sur l'observatoire et ils sont un acteur important également dans cette optique. Donc vraiment, il y a une articulation et la délimitation est nette. Nous agissons dans les zones d'inondation et ce ministère agit sur l'ensemble des territoires. Il n'y a pas que ce ministère, il y a au moins 5 autres. Est-ce que cette multiplicité ne crée pas finalement une sorte de cacophonie dans la coordination des actions? Il y a eu peut-être de la cacophonie dans le passé. C'est ce que justement le ministère cherche à mitiger un peu. C'est pour ça que notre mission principale est la mise en cohérence de ces politiques. Parce que quelque part, si les résultats sont aussi mitigés qu'ils le sont aujourd'hui, c'est probablement par absence d'abord de vision peut-être long-termiste dans les politiques qui ont quand même englouti beaucoup d'argent, mais également il y a ce fait que ça a manqué de cohérence. Et pour votre information, nous sommes en train de finaliser une étude qui concerne le cadre institutionnel et cette étude pourra encore dire de manière plus accentuée et plus scientifique la position de chaque acteur pour rendre encore le travail plus efficient et donc la coordination plus huilée. Alors, il nous reste 15 minutes, on retourne au public et je rappelle que je suis tenu de respecter le temps qui nous est imparti et puis Babacar Fall va reprendre la parole tout à l'heure pour ces questions. Amadou Sednia. Voilà, merci Mamadou. Moi, je vais aller vite. Je crois que il y a de cela 40 ans, 10% seulement des eaux de pluie ruisselaient et 90% étaient absorbées par le sol.
Aujourd'hui, c'est l'inverse, d'où l'ampleur de votre tâche, parce que 90% des eaux de pluie ruissellent. Je comprends que véritablement la tâche est grande. Maintenant, vous avez parlé d'articulation. Moi, je vais aller un peu en profondeur, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'articulation avec le ministère chargé de l'aménagement du territoire. Mais il faut y ajouter peut-être le ministère chargé de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, extra, parce que l'absorption des eaux de pluie à 10% est due peut-être à l'installation anarchique des populations, ce qui fait que le sol est occupé par les populations. Il faudra des politiques, mais cela ne peut être résolu que par une présence réelle des différents services étatiques déconcentrés qui très souvent interrogés parle de manque de moyens logistiques, manque de moyens juridiques, de coercition, manque de moyens humains quelque part, parce qu'ils disent certainement que nous n'avons pas les équipes qu'il faut pour être sur le terrain. Donc, d'où il faut peut-être développer une politique de renforcement de ces services-là. Et la question que je me posée toujours par rapport aux moyens, c'est comment vous comptez financer tout cela? Quels sont les mécanismes de financement qui sont envisagés? Et pour les collectivités locales, moi je pense qu'il faudra aller vers la création d'un fonds spécial d'appui, d'accompagnement, peut-être même de réalisation pour les collectivités locales victimes d'inondations, à la condition que ces collectivités locales-là mettent en place véritablement de façon anticipée, de façon prévisionnelle, une politique de gestion de ces inondations-là. C'est peut-être ce fonds-là qui permettra aux collectivités locales, qui sont toujours indexées en premier, de mettre la main dans la pâte de façon efficace afin de répondre. C'est la question que je voulais poser. Merci à vous, Seigneur. Monsieur le maire, vous souhaitez reprendre la parole avant d'en donner à deux autres là, par là. Oui, en fait, ce sera simplement une répétition. C'est cette nécessité en fait de mise en cohérence, ou en tout cas cette nécessité d'organiser les interventions de l'État central et des collectivités locales, parce que nous sommes plus proches en fait des populations, plus proches des difficultés, et nous insistons beaucoup à ce niveau. Il faudrait que, parce que pour ces conseils interministériels, nous ne sommes pas convoqués, étant donné que nous devons être opérationnels. En tout cas, c'est un appel que nous lançons à M. le ministre pour que les collectivités locales puissent être mises impliquées dans ce combat pour la lutte contre les inondations. Au-delà du fait que pour le projet, quand même, nous avons signé en fait des contrats de ville avec l'ADM. Donc nous sommes partie prenante, mais pour les actions ponctuelles, parfois, on est pris au dépourvu et parfois, vraiment, on n'a pas les possibilités d'intervenir parce que nous n'avons même pas l'information de l'intervention de l'État. Merci. Merci. Alors, deux dernières interventions. Oui, là, en Boubou et puis l'Institut des sciences de l'environnement. Présentez-vous et posez une question, parce que le temps est terminé. Bon, c'est juste, je m'appelle Issa Sagna, je suis le président du groupe citoyen de Thiaroye-Kao. D'accord. Donc, je voudrais juste abonder dans le même sens que monsieur le maire et monsieur le ministre. Donc, par rapport aux inondations, moi, il me semble nécessaire d'aller vers une solution durable. Et la solution durable, actuellement, les populations sont conscientes qu'il faut une restructuration. Seule la restructuration permettra non seulement de les régulariser, parce que beaucoup de ces chefs de village, de ces chefs de famille-là n'ont pas de papier, n'ont pas de titre de propriété. Ouais. Deuxièmement, surtout de faire face au problème d'incertitude. Il n'y a pas d'espace de jeu, par exemple, il n'y a pas de casette de sapeurs-pompiers, il n'y a pas de service étatique. Donc de ce point de vue-là, la restructuration sera la solution durable vraiment au problème récurrent des inondations en banlieue. Et puis, il faut aussi saluer l'implication des jeunes dans la gestion de certains bassins. Moi, je suis à Djidé Thiaroye-Kao, mais les jeunes ont participé à la construction du bassin. Donc, ça a permis entre-temps de régler le problème du chômage. Et puis, je renouvelle encore vraiment ma doléance par rapport vraiment à l'implication des jeunes dans la construction vraiment des ouvrages d'assainissement et vraiment d'inondation pour leur permettre vraiment d'avoir de l'emploi et de subvenir éventuellement aux besoins de leur famille. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Dernière question, là. Merci, M. Kane, et nous remercions M. le ministre d'avoir venu au niveau de la cité pour en discuter les difficultés. Moi, je rebondis un peu sur la question de la structuration. Nous savons que l'ONAS, qui est
une entité au niveau du ministère de l'Assainissement qui a l'une des missions est de la gestion des inondations. Maintenant, je veux savoir quelle est l'articulation que votre ministère a avec l'ONAS qui a aussi une mission de la gestion des inondations. Je lui avais promis de lui donner la parole. Vous la prenez ou vous la passez à votre camarade? À votre camarade, oui. Allez-y, allez-y. Okay, merci beaucoup, M. Khan. Moi, je vais surtout aborder la question en termes de gestion des risques et catastrophes. Et je crois que quand on parle des inondations, il faut prendre aussi cette approche. Peut-être à Dakar, on a toujours besoin de canaliser les eaux vers des lieux où on va les déverser, mais il y a d'autres zones à l'intérieur du pays où on n'a pas toujours besoin de faire cela. Le Sénégal a une politique de sécurité alimentaire aujourd'hui basée sur une agriculture et une aquaculture qui sont tous les deux tributaires des eaux de pluie. Donc des fois, il est important d'aménager des zones où nous allons collecter ces eaux afin de servir à des activités d'agriculture ou bien à des activités d'aquaculture. Je prends l'exemple de la zone de la communauté rurale de Guilor, où un paysan a eu son champ d'arachide qui a été inondé par les eaux. Et lorsque l'arachide est parti, immédiatement, il l'a remplacé avec la riziculture et il a pu récolter. Donc, je crois, est-ce que dans votre plan décennal, vous avez prévu des activités qui misent un peu sur les connaissances ou bien les actions locales où vraiment la question de la gestion de ces risques a été réussie? Très bien, merci. Monsieur le ministre, beaucoup de questions, très rapidement. Oui, bon, il sera difficile d'entrer dans le fond pour chaque question, mais je réponds rapidement sur la toute dernière question pour vous dire que nous avons dans notre programme de restructuration ce que nous appelons à terme les trames bleues et les trames vertes. Les trames bleues, c'est un peu la gestion des bassins, et arriver à un stade où ces bassins intégreront le paysage de façon harmonieuse, sans poser de problème aux populations. Mais les trames vertes, c'est justement la régénération de l'agriculture urbaine. Parce que nous savons que nos villes et nos villages, dans le passé, ont eu... Donc, ce sont des villages, donc il y avait tout autour de l'agriculture. Mais à Dakar, dans certains quartiers de Dakar aujourd'hui, occupés par l'habitat spontané et qui nous amènent à ces inondations, il y a eu de l'agriculture. Donc, lorsque nous avons fini le travail d'aménagement, nous pensons là où, en tout cas, cette agriculture est possible sans poser un quelconque problème aux populations, nous pensons régénérer cette agriculture et ça pourra permettre aux populations de pouvoir trouver du travail sur place. Maintenant, s'agissant de la question, tout à l'heure, je n'ai pas répondu à la question concernant les régions côtières. Bon, j'ai dit juste pour ouvrir une parenthèse pour dire que ça touche un peu les aspects de la gestion de l'environnement et que peut-être ce ministère est plus à même de répondre à cette question. Néanmoins, l'année dernière, lorsque nous sommes partis au niveau des îles du Saloum, nous avons eu à constater le problème et nous avons fait des études que nous entendons verser au niveau de ce ministère pour voir ensemble ce que nous pouvons faire dans l'urgence. S'agissant de Monsieur le maire, j'ai pris bonne note de votre proposition, mais je rappelle que l'année dernière, je me suis déplacé jusqu'en banlieue et j'ai tenu une réunion avec l'ensemble des maires, je pense que c'est au niveau de la préfecture de Pékin ou de Guédiawaye. Nous entendons donc renouveler de telles expériences et nous verrons dans notre calendrier dans quelle mesure nous pourrions tenir des réunions. Oui, mais les maires qui ne sont pas quand même associés au conseil interministériel sur les inondations. C'est la nature même de ces réunions. Il y a tellement d'acteurs et puis... Oui, mais eux, quand même, ils sont presque les principaux acteurs. Oui, mais les maires... On ne peut pas régler ce problème en les ignorant. En synergie avec les maires. Pour les tourner, tout à l'heure, Michel le maire Idrissa Diallo a évoqué, je pense que c'est un problème de compréhension ou en tout cas impair sur une tournée de manière précise. Et à chaque fois que nous visitons une zone, la première chose, le premier réflexe, c'est de contacter les élus de cette localité, après avoir contacté le représentant de l'État qui est le sous-préfet ou le préfet. Mais nous prenons bonne note pour les réunions interministérielles. Évidemment, ce sera extrêmement difficile pour une réunion de rassembler. Nous avons combien de communes d'arrondissement aujourd'hui à Dakar? Ce sera difficile dans une salle de faire tenir l'ensemble des préfets, l'ensemble des maires de communes et l'ensemble des acteurs dont nous voyons juste un échantillon ici dans cette salle. Mais nous verrons quelle est en tout cas de manière efficace la meilleure option pour en tout cas les écouter, les entendre et partager avec eux les solutions que nous mettons. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ce qu'on fait pour moi, si on ne le fait pas avec moi, c'est comme si on le faisait contre moi. Donc nous voulons faire avec vous et pas contre vous ce que nous voulons faire pour les populations qui vous ont élus. Je pense qu'il y a une question juste sur les articulations avec Panas. Parler aussi des moyens. Comment vous comptez financer tout ce programme Pour votre information, aujourd'hui, il y a plusieurs requêtes qui ont été envoyées au niveau des partenaires. Si vous regardez l'articulation du besoin de financement dans le PSE, vous voyez que plus vous venez dans un secteur social,
plus la part de l'État monte, plus la partie pour laquelle nous sollicitons les bailleurs est moins importante. C'est la même chose donc pour les inondations. C'est valable également pour la santé, peut-être moins pour l'éducation. Mais en tout cas, l'État fait beaucoup d'efforts. Mais à côté de ces efforts, nous avions eu à organiser une table ronde juste à la fin de l'année 2012, à partir de laquelle donc, justement la BID avait décidé de financer le projet des constructions des logements sociaux. Nous avons d'autres requêtes, que ce soit à travers l'ADM, que ce soit au niveau du ministère de la Restructuration, qui ont été envoyées aux bailleurs. Donc c'est un effort combiné de l'État du Sénégal dans son BCI et de recherche de financement que nous adressons au niveau des bailleurs qui nous permettront d'assurer ce financement. Vous parlez de 767 milliards dans le plan décennal. Oui, le plan décennal a pris en compte un peu la partie relogement, construction de logements sociaux. Et comme je viens de vous le dire, je pense que cette partie quand même ne nécessite pas que l'État sorte lui-même les fonds pour la réalisation de ces infrastructures sociales. Donc ça fera moins que ça, pour le travail de drainage en tout cas des eaux pluviales. Sur la phase intermédiaire, c'est environ 86 milliards et sur la dernière phase, les 5 dernières années, c'est autour de 180 milliards. Donc et ça, l'État les cherchera, fera un effort, continuera à faire un effort en interne et fera également appel à ces bailleurs pour le financement. Pour le reste, l'État facilitera un peu l'accès des promoteurs au crédit et les promoteurs offriront des logements sociaux. Je pense qu'il y a une question sur l'articulation avec l'ONAS. Oui. C'est le même avec l'ADM. Donc nous avons une convention de maîtrise d'ouvrages délégués avec l'ONAS. Je parle des projets de l'année dernière qui chiffrent autour de 40 milliards 800 millions. C'est cette même convention qui est reconduite, nous l'avons déjà signée, avec l'ONAS pour lui confier les travaux et le ministère maintenant se positionne dans son rôle de planification stratégique. Et où est passé l'appel d'offres? Vous qui prônez la transparence. Mais c'est en cours et un appel d'offres ouvert. C'est un appel d'offres, mais bien sûr. Qui n'est pas encore... C'est la maîtrise d'ouvrage déléguée. Je pense que les mots ont leur sens. Oui. Quand on parle de maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est l'ONAS qui travaille avec les entreprises avec lesquelles nous aurons contracté. Okay. C'est un peu ça. Nous mettons l'ONAS entre nous et les entreprises avec lesquelles nous aurons contracté. Mais c'est un appel d'offres ouvert pour l'année 2014 qui est en cours et nous sommes presque en phase terminale justement de cette procédure qui doit nous mener donc à la contractualisation avec des entreprises pour faire le travail sur 2014. Un marché de combien pour 2014? Pour 2014, le budget global, c'est 11 milliards, disons 500 millions. Nous sommes en train de rechercher d'autres financements complémentaires. Également, l'ADM est en train d'assurer d'autres financements pour assurer la réalisation de ce travail dont je viens de parler, qui concerne le bassin versant vers le lac Tchourour. Si vous permettez, la dernière question sera posée par Babacar Fall. La dernière ou les dernières? Oui, c'est une dernière, mais j'ai tiqué tout à l'heure quand vous avez parlé de tram. Sur le président Sall, il va amener le tramway à Pékin et avec les inondations, ça va être compliqué. Parlons de la cité Taoufer, cité de recasement, problème de vie, même si les gens ont les maisons maintenant, mais pas d'infrastructure communautaire. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'urgence pour ça? Oui, c'est un problème effectivement qui est réel, mais pour lequel nous recherchons des solutions et nous pensons que très rapidement, nous allons avoir des solutions par rapport, par exemple, au niveau de la santé. Nous avons mis à la disposition du ministère de la Santé des locaux qui sont en train d'équiper. Et je pense que très bientôt, il y sera affecté du personnel pour donc s'occuper de la santé de ces populations. Pour ce qui concerne l'école, en attendant donc les marchés qui sont en cours au niveau du ministère de l'Éducation permettent la construction d'écoles, nous avons déjà des abris provisoires. Malheureusement, donc, le degré d'occupation des logements que nous avons réalisés sur 2013 n'a pas été aussi important qu'on le pensait avant la rentrée, mais pour la rentrée 2014-2015, les écoles pourront fonctionner. En tout cas, le ministère de l'Éducation aussi est en train de faire le nécessaire. Nous savons que ces populations vivent effectivement dans une situation assez difficile actuellement, mais nous avons saisi pour ce qui concerne le transport, donc les GIE qui s'en occupent. Et aujourd'hui, nous avons une promesse ferme qu'une ligne sera ouverte à ce niveau. Ceci également est valable pour Diakhaï, qui a déjà une ligne de bus au niveau de Diakhaï, par rapport à l'élément que vous avez montré, où les populations ont évoqué un problème de sécurité et de santé. Aujourd'hui, je vous informe que la réalisation de cette structure qui va accueillir donc des bâtiments qui va accueillir la structure sanitaire est à sa phase terminale. Nous sommes en train de carreler. Et pour la sécurité, l'hôtel de police vraiment digne
de ce quartier a fini d'être réalisé et nous pensons que ces problèmes bientôt seront derrière nous. Et le tram ira à Pékin? Heureusement que j'ai parlé de la tram, j'ai pas parlé de la tram. C'est la tram. Voilà. C'est la tram bleue et la tram confondu tram et tram. Bon, alors je sais que c'est un provocateur. Justement, le président Abdoulaye Wade à Dakar. Ah oui, c'est la vitalité de la démocratie que l'ancien président du Sénégal foule le sol sénégalais. Et je crois savoir que dans d'autres pays, les présidents même vivent dans leur pays. Au Cap-Vert, il paraît que le président facilement, voilà, vous le rencontrez dans la rue. En Gambie, je pense qu'on a connu, enfin avant Yaya Jammeh. Pourquoi alors interdire un accueil, un rassemblement à son honneur? Ça, c'est du ressort peut-être du ministère qui a en charge de la sécurité. S'il juge que les événements qui se projetés risquent donc de rendre la sécurité des Sénégalais. Voilà, donc si ces événements remettent en cause la sécurité, moi je pense que c'est dans son rôle de prendre la décision qui s'est imposée. Si cette décision-là qui s'est imposée, il l'a prise et nous, voilà. Voilà, nous recevions dans votre émission Les Affaires de la Cité Khadim Diop, ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Merci d'avoir suivi cette émission. Le prochain numéro, le mois prochain. Merci, bonsoir et à très bientôt.